Ce site vous permet d'avoir des annonces sur les différentes formations, sur les webinaires qui sont à venir. Vous avez également une veille bibliographique qui est commentée. Vous avez des informations et des alertes sur toutes les épidémios qui sont récentes. Et puis, vous avez aussi la newsletter plusieurs fois par an, entre 3 et 4 fois par an, réservée aux adhérents. Donc, n'hésitez pas à adhérer au GRIG sur le site que vous voyez affiché sur la diapo. Vous pouvez passer la diapo. L'autre information importante du GRIG, ça va être la 9e journée du GRIG, donc une journée totalement dédiée à l'infectiologie périnatale. Donc cette journée aura lieu le 5 décembre 2024 donc à Paris. C'est à l'Institut du cerveau à la Pitié-Salpêtrière. Donc tout un programme multidisciplinaire sur lequel on vous attend. Et vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour participer. Et il peut y avoir bien sûr des pédiatres, des sages-femmes, des gynécologues, des infectiologues, des biologistes, des internes. Tout le monde est le bienvenu sur cette journée d'infectiologie périnatale. Nous tenons à remercier General Electric et l'équipe de Boarding Pass pour la réalisation de ce webinaire. Et nous allons commencer le webinaire qui est intitulé « Les enseignements de cette épidémie inédite sur le parvovirus B19 ». Merci beaucoup à Christelle Volufelus et à Paul Maurice de bien vouloir animer ce webinaire. Vous pouvez mettre tout au long du webinaire des questions et nous pourrons y répondre à la fin du webinaire avec Olivier et les interlocuteurs. Merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Christelle Volufelus, donc je suis virologue et donc je vais partager cette heure avec Paul et donc vous parler du parvovirus B19 et surtout de cette épidémie qui est inédite puisque depuis 1 an maintenant bientôt en France et dans de très nombreux pays d'Europe, mais pas seulement. On a une épidémie qui est extrêmement active, qui de façon tout à fait inhabituelle n'a pas de caractère saisonnier, parce que d'habitude c'était des épidémies tous les 3-4 ans, plutôt fin d'hiver et printemps. Là on a une circulation en constante augmentation, avec une alerte qui a été signalée par les médecins, notamment urgentistes, de recrudescence de cas graves, avec des hospitalisations, y compris en réanimation. Alors pourquoi ? Il y a deux hypothèses, soit un effet post-pandémie Covid avec une diminution de la prévalence chez les enfants et donc une augmentation de la population qui serait réceptive au virus et propice donc à une épidémie, ou éventuellement une évolution du virus, et ça c'est des éléments qui sont en cours d'exploration. Alors ce virus est un virus nu enveloppé, ubiquitaire, présent dans toutes les régions du monde et également il appartient à une famille qui est présente dans de nombreuses espèces animales. Donc c'est un virus nu, donc relativement solide, composé essentiellement de 2 protéines, comme vous le voyez ici. Ces modes de transmission, le principal c'est la transmission directe par voie respiratoire, qui va concerner principalement les personnes au contact de jeunes enfants, puisque ce sont chez les jeunes enfants que se répandent en premier les épidémies. On a également des transmissions transplacentaires, ça va être l'objet principal de ce webinaire, puisque environ 50% des femmes n'ont jamais rencontré le virus dans leur enfance lorsqu'elles entament une grossesse, avec une transmission verticale en cas d'infection maternelle évaluée entre 30 à 50% des cas, avec des risques d'anasarque et de mort in utero. Et puis il y a également un risque de transmission transfusionnelle, surtout pour les produits sanguins labiles, car les procédés de chaleur, détergent et filtration sont inefficaces sur le parvovirus B19. Mais il y a d'autres moyens de prévention, je vous en parle dans une seconde. Alors, des données Santé Publique France que j'ai récupérées sur le site donc de Santé Publique France montrent, alors ça ce sont des résultats de laboratoires, des grands laboratoires privés français qui transmettent ces informations à Santé Publique France, et vous voyez donc une recrudescence donc en cette année 2023-2024, donc là c'est les données depuis 2019, une recrudescence importante en particulier chez les enfants, c'est les courbes oranges, mais également chez les adultes et les femmes en âge de procréer. Donc la diapo d'avant c'était les données labo, ça c'est les données de passage aux urgences. Vous avez les années en différentes couleurs et celle qui se détache vers le haut c'est l'année en cours, donc 2023-2024, avec une augmentation donc de ces passages aux urgences pour des suspicions d'infection à B19, avec comme je vous le disais une augmentation du nombre d'hospitalisations.
Et puis le nombre de décès, alors c'est un nombre de décès qui est relativement faible compatible avec cette infection qui est bénigne, qui est d'environ 1,8 décès par an. Mais vous voyez que pour 2024, on n'est qu'à la moitié de l'année, on en est déjà à 5 décès chez des enfants de moins de 1 an, dont 4 avaient contracté l'infection in utero. Alors que d'habitude, c'était plutôt des décès, vous voyez en rouge, chez des adultes. Alors, les produits dérivés du sang sont des produits donc surveillés pour le parvovirus B19, et donc la PCR est obligatoire dans ces prélèvements, mais elles sont faites par lot de 96. C'est 96 prélèvements sanguins que l'on poule avant de tester pour éliminer en fait les poches de sang qui seraient très fortement contaminées, c'est-à-dire avec des charges virales élevées. Donc ça laisse quand même passer entre les mailles du filet certains produits sanguins, certains dons du sang pour lesquels la charge virale est faible, ce qui va expliquer le risque de contamination transfusionnelle. En tout cas, sur le premier graphique, vous voyez, c'est en années, le nombre de prélèvements positifs par année depuis 2015, avec un pic en 2024. Et vous voyez sur la droite l'évolution en mois sur 2023-2024, avec, vous voyez, cette épidémie qui s'accélère, dont on ne semble pas encore avoir atteint le pic, le papier, les dernières données du papier daté du mois de mars 2024. Et c'est une situation qui est également, donc je vous le disais, la même hors de France. Vous avez une épidémie, donc dans les publications déjà faites, une épidémie majeure en Israël. Le graphe représente uniquement les femmes enceintes, avec, vous voyez, une proportion très importante en jaune de femmes infectées au premier trimestre. Et à droite, aux Pays-Bas, ça c'est également sur les dons du sang, où on voit que déjà au premier trimestre 2024, on est déjà à autant que dans les plus fortes années précédentes. Donc, de façon assez logique, il en résulte aussi une augmentation très importante du nombre de cas de fœtus qui ont été transfusés pour anémie sur fœtopathie au parvovirus. Vous voyez ici représenter les données du CNRHP depuis 2002. Et donc, vous voyez que après 9 cas de fœtus transfusés en 2023, on en est déjà à 16 cas pour 2024. Donc, ce sont des chiffres qui sont très supérieurs à un maximum de 6 cas qui ont été observés sur la dernière décennie, donc en 2005 et en 2013. Et de la même façon, en fait, on a donc récemment collaboré avec des collègues donc de Béclair et également de Leiden en Hollande et de Louvain en Belgique. Et donc, on voit que c'est une tendance qu'on observe également dans d'autres centres, avec en 2024 un nombre de cas de fœtus transfusés qui est de près de 40 cas et qui était de 20 cas en 2023, donc bien supérieur à ce qui est observé depuis 2010. Et quand on regarde précisément depuis donc le début de l'épidémie en mai 2023, donc on voit qu'au mois de mai, on est déjà à 16 cas de fœtus transfusés pour parvovirus B19, et donc c'est très supérieur, et donc cette épidémie est loin d'être terminée. Alors, d'un point de vue clinique, on a une incubation qui est de l'ordre de 6 à 14 jours, et les premières manifestations sont dues au virus lui-même. Alors, la plupart, une petite majorité des personnes vont rester totalement asymptomatiques, et puis 20% vont faire un syndrome pseudo-grippal avec éventuellement de la fièvre. Ça, c'est la phase virale. S'ensuit la phase immune, parce que notamment l'éruption et les polyarthralgies, en fait, sont la conséquence de la réponse immunitaire. Elles vont survenir dans 30 à 40% des cas. Elles sont très rarement chroniques et elles sont plus fréquentes chez les adultes. Alors, la cible du parvovirus B19, c'est le proérythroblaste, et c'est de cette façon, en fait, en infectant ce proérythroblaste et en ayant un effet cytopathique sur cette cellule, que cela va interrompre finalement la différenciation de ces cellules en précurseurs érythroïdes matures, et donc engendrer l'anémie que l'on va constater ensuite. La réponse immune, elle, permet évidemment de se débarrasser du virus, mais lorsque les virémies sont très importantes, eh bien, il peut y avoir, comme vous voyez en haut de l'image à droite, des complexes immuns qui se forment entre virus et anticorps, qui vont pouvoir se déposer sous la peau et dans les articulations, et qui donc sont responsables de ces signes cliniques de l'éruption et des arthralgies.
Alors vous avez ici des éruptions classiques en chaussettes ou en paire de gants. On dit aussi chez les enfants souvent en paire de claques. Mais attention, cette éruption elle peut être un peu moins typique. Elle peut ressembler à une rougeole. Et d'une façon générale, toute éruption dite virale doit faire évoquer un parvovirus B19. Et les arthralgies, je vous disais, vont survenir chez environ 10% des enfants, beaucoup plus fréquentes chez l'adulte. Elles sont de survenue brutale, symétriques et vont disparaître spontanément. Donc 50% des femmes enceintes actuellement ne sont pas immunisées contre le B19. On estime selon les années, les épidémies, que 2 à 10% vont faire une séroconversion en cours de grossesse, parmi lesquelles 30% de passage transplacentaire avec un risque de mort fétale entre 2 à 14 semaines après le comptage qui est de l'ordre de 6% et un risque d'anasarque fétal qui est de l'ordre de 4%, mais Paul vous détaillera ça plus tard. Pardon. Merci Christelle. Donc au niveau de la physiopathologie de l'infection materno-fétale, donc le virus va en fait reconnaître l'antigène P érythrocytaire qui est un antigène de groupe sanguin mais qui est aussi présent à la surface donc des cellules endothéliales, des mégacaryocytes du foie et du cœur. La fétopathie, on pense qu'elle est asymptomatique dans la majorité des cas. Quand elle est symptomatique, elle va pouvoir entraîner une perte fétale qui va passer par un mécanisme multisystémique qui n'est pas tellement élucidé et qui ne passe pas que par une anémie, peut-être même pas du tout par une anémie. Et puis la deuxième conséquence, c'est l'anémie, donc par atteinte de l'érythropoïèse. Cette anémie est arégénérative et elle est souvent accompagnée d'une thrombopénie qui n'est pas systématique et qui sera plus ou moins sévère. La résultante de cette anémie va être en fait l'hydrops ou l'anasarque, on y reviendra plus tard. Le mécanisme de cette hydrops, il passe par une anémie profonde, mais il est également aggravé par une composante cardiogénique avec une atteinte directe du virus sur le myocarde du fœtus et également possiblement une atteinte hépatique directe du fœtus. Donc les deux conséquences, la perte fétale et l'hydrops. Et vous voyez ici dans cette étude assez ancienne, mais qui est une très grosse étude qui était parue en 2004, donc Christelle vous avez présenté les résultats précédemment, que en fait le risque de mort fétale il est surtout majoritaire avant 20 semaines et le risque d'hydrops il est lui un petit peu décalé et il est plutôt majoritaire pour des infections maternelles qui surviennent entre 13 et 24 semaines d'aménorrhée, donc un petit décalage dans le temps entre les deux risques, donc des mécanismes qui sont un petit peu différents. Alors, l'hydrops dans l'anémie au parvovirus, on l'explique parce que, en fait, l'infection fétale a lieu lorsque l'hématopoïèse du fœtus est majoritairement intra-hépatique. On est au deuxième trimestre, on est à un moment de la grossesse où la masse sanguine du fœtus est multipliée par 30 et la demi-vie des globules rouges est plus courte. Donc on pense que c'est une période où le fœtus est particulièrement susceptible à un arrêt brutal de l'érythropoïèse, ce qui explique ces états d'anémie extrêmement profonde qu'on observe classiquement dans la fétopathie au parvovirus. Alors, les outils du diagnostic virologique, on va les revoir dans les différentes situations auxquelles vous pouvez être confrontés, mais globalement, ce qu'on a à notre disposition, c'est la sérologie, IgG, IgM, et la PCR quantitative, qui est donc la recherche du génome viral, et à savoir qu'on le reverra, mais soyez pas étonnés, dans une primo-infection, les charges virales sont extrêmement élevées, de 5 à 12 logs. Alors, attention, quelques pièges, ou en tout cas quelques informations pour bien interpréter ces examens biologiques. La diminution de la charge virale, elle peut être plus ou moins longue, d'ailleurs plutôt plus que moins, en fonction des patients, de plusieurs semaines à plusieurs mois. Et cette virémie, elle persiste au-delà de la persistance des IgM, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait avoir une infection, on va dire, datant de quelques semaines ou mois, avec des IgM négatives, mais une PCR positive. Donc c'est un élément qui va être très important dans l'algorithme diagnostique. Alors, on va vous présenter quelques vignettes cliniques maintenant pour illustrer. Donc, une première patiente qui est à 15 semaines et 2 jours, qui va consulter pour un œdème douloureux des 4 membres, avec un érythème généralisé qui est apparu depuis le matin. À l'examen, il est effectivement constaté un exanthème généralisé qui est non prurigineux, avec un œdème des mains et des jambes. Il y a une notion de symptômes chez son enfant qui est en bas âge. Et elle va consulter un dermatologue 3 jours plus tard et l'ensemble des symptômes auront disparu.
Alors, quels examens prescrire dans cette situation? Eh bien, donc, signes cliniques maternels évocateurs, d'emblée, vous demandez une sérologie IgG et IgM. Si les deux sont absents, ça peut être soit parce que le prélèvement est trop précoce, il faut savoir que les anticorps commencent à apparaître 2 à 3 jours après le début des signes cliniques, ou c'est que l'éruption est due à une autre infection. N'oubliez pas de rechercher, par exemple, une rougeole. Si on a au moment des signes cliniques des G+, et des M positives, effectivement la primo-infection est possible. Elle va être à confirmer par la PCR parvovirus B19, parce que vous le savez, à distance d'une infection, voire des années plus tard, on peut avoir des IgM positifs. Donc si vous n'avez pas d'antécédent IgG positif, IgG négatif, eh bien il faut faire la PCR pour confirmer l'infection récente. De même, cette PCR est à faire si vous avez des IgM isolés. Il faudra également confirmer l'apparition des IgG sur un nouveau prélèvement 5 à 10 jours plus tard. Et enfin, des G positifs sans IgM, au moment des signes cliniques, c'est quand même très peu évocateur d'une infection évolutive, mais dans le contexte actuel, vous pouvez quand même contrôler avec une PCR B19. Donc la place de cette PCR, donc, qui est pas remboursée, mais qui est de plus en plus importante dans notre arsenal diagnostique, bien permet en présence d'IgM d'exclure des IgM non spécifiques ou des IgM de stimulation polyclonale. En l'absence d'IgM, mais avec un contexte clinique en cours de grossesse, permet de savoir qu'il y a peut-être eu quand même une infection du début de grossesse quand on est déjà au 2e ou au 3e trimestre. Et cette virémie, donc je vous l'ai dit, elle se positive donc dès 7 jours après l'infection ou le comptage, elle va être très élevée, donc il va y avoir aucun problème de sensibilité des techniques des laboratoires, de longue durée, et c'est ce qui va expliquer qu'on peut avoir des dons du sang PCR positifs. Donc en résumé, voici, donc vous le voyez, cette virémie qui démarre vers J9 après l'infection, suivie des IgM autour de J20, post-infection, et des IG qui vont apparaître en décalé vers J23. Et donc vous voyez que l'éruption, l'arthralgie, elles sont concomitantes normalement de l'apparition des anticorps, avec une virémie qui va persister classiquement plus de 2 mois et parfois plus de 6 mois, alors que les IgM vont disparaître entre 2 et 4 mois. Nous revenons à notre patiente. Donc, on réalise chez cette patiente une sérologie parvovirus B19 qui revient négative en IgG et positive en IgM. Et une PCR est également réalisée dans le sang maternel qui revient très positive à parvovirus. Donc, on a un diagnostic de primo-infection à parvovirus chez cette patiente. Et donc très logiquement, chez cette patiente, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est la mise en place dès le diagnostic d'IgM positif, donc la surveillance de l'anémie fétale. Cette surveillance est échographique et doit se faire absolument en lien avec un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Pour les échographistes de la salle, vous savez qui suivent, vous savez sûrement que ça repose donc sur la mesure du pic systolique de vélocimétrie à l'artère cérébrale moyenne, donc le PSV-ACM, qui doit être réalisé selon des préceptes techniques bien précis. Et il faut suspecter une anémie fétale lorsque ce PSV est supérieur ou égal à 1,50 multiple de la médiane. Et puis cette échographie évidemment aura aussi pour but de rechercher la survenue d'un épanchement voire d'une anasarque. Évidemment ces signes sont toujours le reflet d'une anémie fétale profonde et donc il est souhaitable d'intervenir avant. Et donc, on recommande que cette surveillance échographique soit mise en place à partir de 16 semaines d'aménorrhée. Pourquoi pas avant? Parce que avant, techniquement, c'est pas forcément possible, enfin, ça n'est pas possible d'intervenir pour ce fœtus. Et donc, cette surveillance doit être mise en place dès la suspicion biologique de l'infection au parvovirus chez la patiente. Donc, en présence d'IgM positive, elle doit être hebdomadaire et elle doit être en place pendant les 12 semaines qui suivent le diagnostic de l'infection maternelle, puisque c'est la durée pendant laquelle le risque d'anémie fétale est estimé. Donc chez notre patiente, cette surveillance est mise en place dès 16 semaines d'aménorrhée et à 17 semaines et 5 jours, on a une élévation des PSV et une transfusion in utero est réalisée à 18 semaines avec une anémie fétale objectivée avec une hémoglobine à 7,6 g. Une deuxième situation, c'est la situation de la patiente qui vient consulter pour un comptage au parvovirus. Donc, Madame H a 21 semaines qui vient consulter parce que elle a une éruption, son enfant a une éruption et un pédiatre a posé un diagnostic d'infection au parvovirus B19 chez cet enfant. Alors, que faire en cas de comptage maternel? Eh bien là, il faut, dès que possible, prélever un sérum
donc dans les 15 jours qui suivent le comptage. Et si la patiente est G positive, son immunité est antérieure au comptage et à ce moment-là, elle est protégée. Hein, l'infection à B19, ça laisse une immunité durable et protectrice, donc elle n'est pas à risque. En revanche, si elle est séronégative, souvenez-vous que dans 50% des cas, elle peut tout à fait faire une infection à B19 asymptomatique. Et dans ce cas, en fait, la seule façon d'attraper et de faire le diagnostic, c'est de faire une deuxième sérologie 3 à 4 semaines plus tard. Si elle n'a pas développé d'anticorps, eh bien c'est qu'il n'y a pas d'infection. Si elle a des G isolés sans IgM, c'est probablement une stimulation polyclonale du système immunitaire, mais vous pouvez confirmer avec la PCR. Si elle a des G et des M positives, on est dans un contexte de comptage avec une sérologie antérieure négative, ça commence à sentir très très fort la primo-infection. À nouveau, je pense qu'il faut en passer par la PCR, même si ça ne doit pas retarder l'obtention du résultat de cette PCR ne doit pas retarder la prise en charge de la patiente et éventuellement le début des surveillances échographiques. Et puis, pareil, des IgM isolés. La primo-infection est très probable. Il faudra à la fois faire la PCR et confirmer par l'apparition des IgG sur un nouveau sérum dans 5 à 10 jours. On revient à notre patiente, chez qui avait été fait une sérologie parvovirus, donc 5 jours plus tard, après, on avait le résultat, donc elle était positive en G et en M, donc on avait fait le diagnostic de séroconversion, on a mis en place une surveillance de l'anémie fétale dès cette confirmation diagnostique, et à 24 semaines, des vitesses cérébrales augmentées, donc une transfusion in utero est réalisée avec une anémie fétale sévère, avec une hémoglobine à 5,5 g. La troisième situation, c'est l'anasarque fœtoplacentaire qui va faire découvrir la fœtopathie au parvovirus. Donc, une patiente à 22 semaines et 3 jours qui est consulte pour vomissement, donc il n'y a pas de lien avec l'anasarque. L'échographie retrouve une anasarque avec des vitesses cérébrales très élevées, donc à 3 multiples de la médiane. Je vous rappelle au passage donc quelle est la définition d'une anasarque ou d'un hydrops. Donc c'est le fait de voir chez un fœtus l'épanchement d'une séreuse ou de 2 séreuses, ou quand on a une séreuse, c'est associé à un hydramnios ou un œdème sous-cutané ou à une placentamégalie. Donc chez ce fœtus, on voit ici un œdème sous-cutané sur une coupe sagittale du pôle céphalique et l'image de droite, on est sur une coupe axiale sagittale de l'abdomen où on voit une acide abondante. Et donc, on avait fait à cette patiente une sérologie parvovirus qui était revenue positive en G et en M et la PCR également positive sur le sang maternel. J'insiste sur le fait que dans cette situation, il s'agit d'une urgence thérapeutique et que la patiente doit être référée le jour même dans un centre de diagnostic prénatal pour qu'il y ait une prise en charge. Et chez cette patiente, on avait fait donc une transfusion in utero le jour même avec une hémoglobine fœtale qui était très basse, à 2,4 g. Les autres signes qu'on a observés chez cette patiente, donc vous voyez ici l'œdème sous-cutané très important, et également donc un épanchement péricardique avec une cardiomégalie. On peut avoir, quand l'anémie évolue et l'atteinte cardiaque évolue, éventuellement des anomalies de la contractilité myocardique. Il n'y avait pas ici. Et on voit également donc des insuffisances valvulaires avec à gauche une insuffisance tricuspide, à droite une insuffisance mitrale. Donc ces insuffisances valvulaires en fait sont le signe d'une adaptation du cœur du fœtus à l'hyperdébit, qui va être lui une adaptation donc à l'anémie profonde. Et on a également donc chez ce fœtus un flux pulsatile dans la veine ombilicale qui est toujours le signe d'une adaptation du fœtus. Et à droite donc c'est un autre fœtus, mais c'est un tournant évolutif quand on a donc une anomalie du spectre oductus venosus avec une onde A négative qui signe une réelle insuffisance cardiaque. Et donc les vitesses cérébrales chez ce fœtus qui étaient très élevées, donc à 80 cm/s, ce qui fait plus de 3 multiples de la médiane, et donc on l'a transfusé. Et donc un autre message, je me permets d'insister, donc devant tout épanchement d'une séreuse ou d'un œdème sous-cutané, il faut réaliser une mesure du PSV-ACM pour rechercher une anémie fétale qui sera une urgence thérapeutique. Alors le diagnostic de l'infection fœtale, lui, il va reposer sur la PCR dans le liquide amniotique ou, quand il n'y en a plus, dans le sang fœtal ou tout autre liquide d'épanchement. Le plus fréquent qu'on ait dans cette situation, c'est l'acide. On peut être tout à fait confiant sur la PCR, qui a 100% de sensibilité et de spécificité dans les laboratoires actuellement, quel que soit le génotype, parce qu'on a des techniques maintenant automatisées de PCR temps réel avec recharge d'inhibiteurs, etc. Donc dès que vous avez des signes cliniques, le diagnostic de l'infection fœtale ne doit pas faire retarder la prise en charge de l'anémie fœtale, mais le diagnostic peut être posé après par PCR, donc dans ces prélèvements.
Alors à nouveau, j'insiste sur le diagnostic de l'infection maternelle quand vous êtes confronté à des anomalies échographiques évocatrices de B19. Le diagnostic de l'infection maternelle ne doit pas faire retarder la prise en charge fœtale, mais effectivement, on peut ensuite documenter cette infection maternelle. En général, s'il n'y a pas d'IgG au moment de la constatation des signes échographiques, ça exclut l'infection à B19, même si évidemment, si vous retrouvez des IgM fortuitement, il va falloir suivre ces IgM, voir ce qu'il en est. Mais le message important de cette diapositive, c'est qu'en fait, des IgM négatives au moment des signes échographiques n'excluent pas le diagnostic d'infection à B19, puisque ces IgM, elles peuvent tout à fait avoir disparu au moment où on constate, par exemple, une anasarque fœtale. Je vais maintenant vous présenter les données de notre cohorte du CNRHP donc depuis le début de cette épidémie. Donc on a inclus 25 cas de fœtus qui ont reçu au moins une transfusion. Donc ça a commencé le 12 février 2023 et on s'est arrêté au 29 mai 2024. Donc 25 fœtus, on a eu 6 naissances vivantes, 10 grossesses sont toujours en cours et on a eu à déplorer donc 3 interruptions médicales de la grossesse, 2 pour motif fœtal et 1 pour motif maternel. On les détaillera par la suite. Et 6 morts fœtales in utero qui sont toutes survenues à J1 de transfusion in utero. Je vous ai reprécisé ici donc les issues des données également collaboratives donc de notre centre de Béclair, de Louvain et de Leiden. Donc on a totalisé depuis le 1er janvier 2023 59 fœtus transfusés avec 19 naissances vivantes, 19 grossesses en cours et 21 issues défavorables, donc 36% des cas, avec 22% de décès périnataux, 7% d'IMG pour anomalie fœtale sévère et 7% de grossesse en cours avec hydrops persistant ou anomalie fœtale sévère. Alors, quand on regarde la présentation des cas quand ils nous ont été adressés, donc si on s'intéresse aux circonstances diagnostiques, on voit que dans 16 cas sur 25, il y avait un hydrops dans 16 cas sur 25, le diagnostic échographique était fortuit et l'hydrops était présent dans tous ces cas-là. À l'inverse, quand les patientes étaient surveillées dans les suites d'une séroconversion suite à des symptômes ou un comptage, le nombre d'hydrops était moins important puisqu'il était de 3, des fœtus qui étaient moins malades quand on les a pris en charge. Et enfin, pour les patientes pour lesquelles on a pu disposer d'une date à peu près fiable d'infection maternelle, on a pu voir que le délai entre les symptômes et l'anémie fœtale était en médiane de 4 semaines et 5 jours, avec, dans le cas le plus à distance, une anémie fœtale constatée 11 semaines plus 5 jours après le diagnostic de l'anémie fœtale, donc une anémie qui a pu survenir assez à distance. Je précise ici que dans 4 cas, il y a eu un retard de prise en charge parce que les vitesses cérébrales n'avaient pas été réalisées devant une ascite à l'échographie. Et donc ça a généré respectivement un retard de prise en charge de 16 jours, 10 jours et 4 jours. Et dans un cas, la patiente n'avait pas été adressée car le terme était jugé trop précoce pour la réalisation de transfusion in utero et donc avec un retard de 7 jours à la prise en charge. Pour ce qui est du tableau échographique initial lorsque les patientes sont arrivées dans notre centre, donc l'anasarque était présent dans 19 cas, donc dans 76% des cas, avec dans quasiment tous les cas un épanchement péricardique, une ascite et un œdème sous-cutané dans 15 cas. L'hépatomégalie n'était pas très présente et le cœur était anormal dans 14 cas sur 19, avec dans 11 cas sur 14 des insuffisances valvulaires. Donc, comment est-ce qu'on a pris en charge ces fœtus? Donc, on a réalisé des transfusions in utero. Comment ça se passe en pratique? Donc, c'est une procédure qui se fait parfois en urgence. Donc, le fœtus en anasarque doit être transfusé en urgence. Et donc, s'il arrive un vendredi soir, il ne faut pas attendre jusqu'au lundi matin pour organiser la procédure. Ça se fait au bloc opératoire. On aborde la veine ombilicale sous anesthésie locale avec une aiguille en général de 20 gauge. On injecte un curare dans la veine du cordon ombilical afin que les mouvements du fœtus ne gênent pas la procédure. On réalise un premier bilan avec un HemoQ qui va nous permettre d'avoir au bloc opératoire en direct le chiffre d'hémoglobine du fœtus et confirmer l'anémie. Et puis un bilan au laboratoire qui va être variable en fonction des centres. Nous, dans notre centre, on réalise une ENFS, également une biochimie et puis d'autres examens que je ne détaillerai pas ici. Évidemment, le diagnostic de la fœtopathie par le biais de la PCR parvovirus qu'on pourra faire dans le sang fœtal ou dans le liquide amniotique, Christelle vous en a parlé.
Et un message important, c'est que lorsque l'hémoglobine initiale est inférieure à 5 grammes par décilitre, et donc c'est le cas des fœtus en hydrops, il faut éviter de multiplier par plus de 3 l'hémoglobine finale, parce que le surplus de volémie et le surplus de viscosité qu'on va apporter au fœtus est à risque d'entraîner un arrêt cardiaque chez un fœtus qui est déjà très instable sur le plan hémodynamique, avec un cœur qui est parfois déjà un petit peu altéré. Et puis à la fin de la transfusion, on aura accès aux chiffres d'hémoglobine finale par le biais d'un HémoQ et puis un bilan final avec une numération formule sanguine. Et puis là encore, ce sera variable en fonction des centres. Nous, on réalise également une biochimie et puis d'autres examens que je ne détaillerai pas ici. Il faut surveiller la fréquence cardiaque du fœtus tout au long de la procédure et regarder l'efficacité transfusionnelle et la vitalité fœtale à J0 ou J1 pour vérifier que tout va bien. Le sang qu'on utilise, c'est du sang qui est particulier, donc c'est du sang qui est irradié, donc qui est également surtout réduit de volume. Donc ces impératifs techniques en fait nécessitent tout un tas de conditionnements qui fait que c'est du sang qui nécessite un certain délai d'obtention, en général 4 à 5 heures. Et c'est du sang qui par ailleurs ne doit plus être testé pour le CMV, il est déleucocyté et il doit dater de moins de 5 jours. Donc, si on regarde maintenant les différentes transfusions qu'on a réalisées dans notre centre, donc pour ces fœtus atteints de parvovirus, donc on avait à la première transfusion fœtale un âge gestationnel médian de 22 semaines d'aménorrhée et 2 jours, avec un premier fœtus transfusé à 7 SA et un fœtus pour le plus âgé transfusé à 29 semaines d'aménorrhée, donc des âges gestationnels quand même très étalés. Quand on regarde la gestationnelle, lorsque les fœtus sont en hydrops, on voit qu'il est de 22 semaines d'aménorrhée. Il est un petit peu plus élevé que pour les fœtus qui n'ont pas d'hydrops. Alors, les explications à ça, c'est peut-être simplement parce que ils ont été découverts à l'issue de l'échographie de dépistage du 2e trimestre. Peut-être aussi parce qu'on est intervenu plus tôt lorsqu'on surveillait les patientes dans le cadre de séroconversion. Et puis, l'hémoglobine à la première transfusion était en médiane de 3,3, donc très basse, puisque c'est des anémies qui sont favorablement très profondes. Et on a eu 4 fœtus, donc 27%, qui avaient une thrombopénie sévère inférieure à 50 000 gigas par litre. Si on regarde maintenant le nombre de transfusions par fœtus, donc en médiane 2 transfusions par fœtus, il y a 76% des fœtus qui ont eu plus de 2 transfusions. Et donc quand on regarde les indications des transfusions de la 2e transfusion, alors dans un cas, c'est parce qu'on savait que la première transfusion n'avait pas été efficace. Dans 9 cas, on avait des transfusions qui avaient été planifiées de façon itérative. Et ça, c'est parce que l'hémoglobine initiale à la première transfusion était inférieure à 5 grammes. Donc on avait tacitement éviter de remonter au maximum de l'hémoglobine, l'hémoglobine finale du fœtus. Et puis, et ça c'est assez intéressant, dans 9 cas, on a indiqué une 2e transfusion sur la base du suivi des PSV. Et vous voyez que quand on regarde le délai entre la transfusion numéro 1 et numéro 2, il est très variable, il est de 3 en médiane, mais il y a un cas pour lequel il y a un délai de 55 jours entre la première et la 2e transfusion. Et donc en fait, à ce jour, on n'est pas capable de prédire les fœtus qui vont avoir besoin d'être transfusés une 2e fois, et notamment on n'est pas forcément très à l'aise sur la nécessité, sur la durée du suivi échographique post-transfusionnel. Avant cette épidémie, on avait tendance à recommander 1 mois de surveillance seulement, en considérant qu'au-delà de 1 mois, il n'y avait plus de risque de récidive d'anémie. Mais le cas récent qu'on a dû retransfuser à 55 jours après la première transfusion nous amène à la prudence, puisqu'on était largement à plus d'1 mois après la première transfusion. Alors, les risques de la transfusion in utero dans le contexte de l'épidémie de parvovirus, ils sont très importants. Dans notre cohorte, on a eu à déplorer 24% de mort fétale in utero. C'est largement supérieur à ce qui est rapporté pour les transfusions in utero pour les anémies allo-immunes, là où ce risque de perte fétale, il varie, mais il est entre 2 et 5%. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, probablement parce que c'est des fœtus qui sont fragiles, parce qu'ils sont très malades, et puis parce que c'est des fœtus qui sont souvent à des termes plus précoces que ce à quoi on fait face quand on les transfuse pour des anémies allo-immunes, où on est plutôt sur des transfusions qui surviennent au début du 3e trimestre de la grossesse.
Je montre ici des chiffres qui viennent d'une cohorte rétrospective sur une centaine de fœtus transfusés in utero en Allemagne entre 1999 et 2022, et donc ils sont intéressés aux caractéristiques qui étaient associées aux survivants et aux non-survivants, et donc on voit que l'hydrops était une situation, donc les fœtus les plus malades étaient plus à risque de ne pas survivre, et plus l'hémoglobine également était basse et plus les fœtus avaient des plaquettes basses, plus le risque de mort fœtale était important, ce qui va aussi avec à la fois des fœtus qui sont plus malades et pour ce qui est des plaquettes peut-être des transfusions qui sont plus à risque parce qu'un risque de saignement secondaire en lien avec la thrombopénie. Alors comment est-ce qu'on les transfuse ? Nous, à la faveur de cette épidémie, on a été amené à transfuser des fœtus très précocement. Donc cette partie, elle va plus intéresser les gens qui font de la médecine fœtale, mais ça me paraissait important de vous détailler ça. Donc théoriquement, idéalement, il faut viser une transfusion intravasculaire dans la veine ombilicale du cordon. Ce geste, il est possible théoriquement avant 16 semaines d'aménorrhée, mais avant 20 semaines d'aménorrhée. Pour le cas général, on sait que c'est des procédures qui sont particulièrement à risque, avec un risque de perte fœtale qui est 9 fois supérieur. Donc, pour le parvovirus, c'est probablement encore plus à risque. Donc nous, on a été amené à... Alors l'alternative dans ce contexte-là, c'est la transfusion intrapéritonéale qui peut être efficace. Le problème de la transfusion intrapéritonéale, c'est que elle ne permet pas de corriger de façon immédiate une anémie sévère chez un fœtus qui est déjà très profondément anémié. Donc les premiers jours qui suivent la transfusion, le risque de mort fœtale lié à la profondeur de l'anémie, il est toujours très important. Donc on a, nous, essayé de trouver des alternatives, et donc on a expérimenté une technique de double aiguille qui est en fait une aiguille de ponction de villosité choriale qui nous a permis de transfuser efficacement 6 fœtus pour parvovirus avant 20 semaines d'aménorrhée. On avait 15 transfusions en tout, et donc vous voyez qu'il y a notamment un fœtus pour lequel on a commencé des transfusions avant 16 semaines d'aménorrhée et qu'on a retransfusé efficacement à 17 plus 1 et à 17 SA plus 5 jours, et c'est une technique qu'on a également expérimentée avec succès pour un anti-D, un anti-KEL et pour un fœtus aussi dont la cause de l'anémie n'était pas connue. On a également malheureusement été témoin d'une inefficacité transfusionnelle chez un fœtus qu'on a transfusé au niveau de la veine ombilicale par un abord transamniotique. C'est un fœtus qui était thrombopénique, et en fait ce qu'on a observé à J1 de la transfusion, c'est la présence de caillots en quantité assez importante dans la cavité amniotique et une élévation rapide des vitesses cérébrales. Donc on l'a retransfusé une deuxième fois et on a constaté un chiffre d'hémoglobine qui était vraiment très bas. Donc c'était vraiment en faveur d'un saignement intra-amniotique au niveau du point de ponction dans la veine ombilicale. Donc dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors on peut éventuellement faire une transfusion dans la veine ombilicale intrahépatique. C'est une situation qui va être utile également dans le cadre de fœtus pour lesquels on n'a pas d'abord facile de l'insertion de la veine ombilicale, comme ce fœtus pour lequel on avait une insertion vélamenteuse de la veine ombilicale avec nécessité de passer à travers le placenta et de traverser un vaisseau au niveau de la plaque choriale, là où la veine ombilicale intrahépatique était bien accessible. Donc on a transfusé ce fœtus de façon efficace 2 fois de suite par abord de la veine ombilicale intrahépatique. Donc c'est une procédure qui nécessite quand même une certaine expertise, mais qui pour ce fœtus a été efficace et a permis a permis d'accéder à la veine ombilicale et a permis de ne pas avoir de saignement secondaire. Alors, un point important, c'est que quand les fœtus sont en hydrops, il faut penser à une entité qu'on appelle le syndrome en miroir, qu'on appelle aussi le syndrome de Ballantyne, qui est un équivalent en fait de prééclampsie extrêmement sévère et qui prédomine sur le versant œdémateux. Donc ici, on a une patiente qui nous avait été transfusée. À la base, le point d'entrée dans la pathologie, c'était une protéinurie à 26 semaines d'aménorrhée chez un fœtus en anasarque, avec donc un profil sérologique avec des IgG+ et des IgM négatifs, donc probablement une infection qui évoluait depuis assez longtemps. Et cette patiente avait à l'arrivée des œdèmes et une protéinurie. On a réalisé chez ce fœtus 2 transfusions fœtales sans complications. Et malheureusement, à J2 de la deuxième transfusion, on a vu une aggravation du tableau maternel avec une prise de poids, apparition d'une HTA, une patiente qui devenait dyspnéique, des céphalées et des perturbations biologiques qui avaient un début de HELP syndrome.
et malheureusement un fœtus avec un fœtus pour lequel les paramètres échographiques ne s'amélioraient pas, et possiblement du coup un hydrops en lien avec une insuffisance cardiaque qui était installée. Et donc chez ce fœtus-là, à 26 semaines et quelques, la possibilité d'une réanimation néonatale paraissait déraisonnable. Et donc a été réalisée une IMG d'indication maternelle. Et donc ici, le point à retenir, c'est que chez ces patientes-là, avec ces fœtus en hydrops, il faut absolument penser à surveiller la tension artérielle et la protéinurie pour rechercher le syndrome en miroir. Alors, on va maintenant parler du risque d'anomalie cérébrale dans le contexte du parvovirus B19. Donc dans notre cohorte, on a pu avoir une IRM cérébrale fœtale dans 13 cas, puisque pour les cas restants, c'était soit des cas pour lesquels il y avait une IMG, soit une mort fœtale, soit des grossesses des fœtus qui sont trop jeunes et pour lesquels une IRM au 3e trimestre n'a pas pu être réalisée. Donc l'IRM cérébrale a montré des anomalies dans 4 cas sur 13, donc dans un peu plus de 30% des cas. Je vais détailler les cas. Donc le premier cas, c'est une patiente pour laquelle à 33 semaines, donc l'IRM cérébrale a retrouvé une hypoplasie vermienne avec une surface vermienne inférieure au 3e percentile, un diamètre transverse du cervelet au 3e percentile et également un aspect de sillon bulbo-protubérantiel marqué. Et donc un pronostic neurodéveloppemental réservé a été suspecté, et donc le couple a demandé une interruption médicale de la grossesse et l'examen phytopathologique n'a pas été souhaité. Il n'a donc pas pu être possible de confirmer les anomalies en IRM. Le deuxième cas, c'est celui d'une patiente pour laquelle l'IRM à 30 semaines et 5 jours a retrouvé également une hypoplasie vermienne avec en association à ça une lésion ischémo-hémorragique d'un noyau codé gauche. Et donc là également, en lien avec cette anomalie vermienne, un pronostic défavorable a été suspecté, et donc le couple a demandé une IMG à 32 semaines et ces anomalies ont été confirmées par l'examen phytopathologique. Le troisième cas, c'est celui d'une IRM à 29 semaines pour lequel a été retrouvée une lésion ischémo-hémorragique d'un hémisphère cérébelleux droit. Alors vous le voyez, c'est en bas à gauche au niveau de l'hémisphère cérébelleux, du coup qu'on voit à droite de l'image à droite. Je suis désolé, j'ai pas de pointeur. Et on avait aussi une petite lésion ischémo-hémorragique mais focale de l'hémisphère cérébelleux gauche. L'image de droite sur l'écran, c'est du T2 étoile qui vous montre en fait des dépôts d'hémosidérine au niveau des lésions, ce qui signe le mécanisme hémorragique de ces lésions. Et en fait, cette IRM, elle a permis également de s'assurer de la normalité du vermis chez ce fœtus, et donc on sait que dans ces situations-là, le pronostic il est au vermis, et donc le pronostic neurodéveloppemental il est plutôt bon, et donc c'est ce qui a été rendu au couple, et la grossesse actuellement se poursuit, la patiente devrait bientôt accoucher. Et enfin, le quatrième cas, c'est une IRM à 32 semaines qui a retrouvé un diamètre transverse du cervelet au 3e percentile, mais des biométries vermiennes au 10e percentile, donc le pronostic a été rendu plutôt bon, avec quand même la recommandation d'une imagerie postnatale et d'un suivi neuropédiatrique. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour ces 4 cas, un hydrops était présent. Et donc ça, c'est concordant avec les données de la littérature. Donc un premier papier donc avec une méta-analyse de 2018 qui a colligé tout un tas de cas d'hydrops pour parvovirus. Et donc on voit que dans 38 cas d'hydrops, il y avait 4 cas d'anomalie cérébrale versus aucun cas d'anomalie cérébrale pour 45 fœtus pour lesquels il n'y avait pas d'hydrops. On avait déjà précédemment dans le centre publié une première étude en 2018 qui s'était intéressée aux caractéristiques de fœtus transfusés in utero pour parvovirus, donc les fœtus avec des anomalies en IRM versus ceux qui n'avaient pas d'anomalies en IRM. Et donc on voit, alors c'est le haut du tableau, c'est la 6e ligne, on voit que il y avait 6 cas d'hydrops sur 7 cas de fœtus pour les cas de fœtus qui avaient des anomalies cérébrales. Et donc quand on rentre dans le détail des cas, donc de ces 7 cas, on reconnaît majoritairement des anomalies de la fosse postérieure, avec le cas 3B que je vous montre ici pour lequel il y avait une hémorragie cérébelleuse mais un vermis normal avec un pronostic neurologique, un développement normal à 2 ans.
pour le recul qu'on a pour ce cas. Un autre cas pour lequel il y avait également une hémorragie cérébelleuse, mais avec un vermis normal. Donc là encore, un bébé qui a 2 ans, un enfant se développe bien. Et puis un troisième cas pour lequel il y avait des biométries sustentorielles un tout petit peu limites, mais un vermis, mais on était au 5e percentile, et au niveau sous-tentoriel, un vermis qui était normal, mais il y avait aussi, donc là encore, une hémorragie cérébelleuse de l'hémisphère cérébelleux droit et des pseudokystes sous-épandymères occipitaux. Mais l'IRM réalisé à 1 mois de vie avait juste retrouvé donc l'hémorragie cérébelleuse. Il n'y avait plus de pseudokystes sous-épandymères et là encore le développement neurologique est normal. Dans cette série, il y a un cas pour lequel le vermis était anormal et le couple avait du coup demandé une interruption médicale de la grossesse, mais il n'y avait pas eu d'examen fœtopathologique. Et il y a un cas pour lequel il y avait des anomalies sustentorielles, mais malheureusement l'enfant est perdu de vue, donc on ne sait pas comment il se développe. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut retenir sur les anomalies cérébrales en cas de fœtopathie au parvovirus B19 prise en charge avec transfusion in utero? Donc il faut recommander dans tous les cas un examen attentif de l'anatomie cérébrale. On recommande une IRM en cas d'hydrops au 3e trimestre ou de façon plus large si on a une transfusion in utero avec objectivé une hémoglobine fœtale inférieure à 5 grammes. Pourquoi ce cut-off de 5 grammes? Parce que c'est tout simplement le seuil en dessous duquel on peut observer un hydrops dans des séries autres. Donc on s'est fixé ce seuil-là, mais c'est discutable. Les lésions qu'on attend à voir, c'est majoritairement des lésions sous-tentorielles. Et du coup, l'IRM va être importante, notamment parce que c'est un examen qui va permettre d'examiner parfaitement bien le vermis, et notamment les biométries du vermis. Et donc, c'est ce qui va emporter le pronostic dans la majorité des cas. Alors je vais maintenant vous parler un petit peu du neurodéveloppement à plus long terme. Il y a très peu de données de façon attendue. Il y a en fait 2 études simplement qui se sont intéressées au neurodéveloppement de cas donc pris en charge in utero pour transfusion fœtale dans le cas d'hydrops sur parvovirus. Donc il y a cette première étude ancienne de 2007 qui portait sur 24 cas de fœtus transfusés in utero, donc tous en hydrops. Il y en a que 16 qui ont survécu, et parmi les 16 qui ont survécu, il y en a 5 sur 16 qui ont eu un retard du neurodéveloppement qui était léger dans 3 cas et sévère dans 2 cas, avec un cas pour lequel il y avait une dysfonction neurologique sévère, et pour ce cas-là, c'est le seul pour lequel on a une imagerie cérébrale, et donc ce cas-là, une imagerie cérébrale qui a montré un vermis cérébelleux anormal. Et donc dans cette étude, ils avaient également regardé s'il y avait des caractéristiques de transfusion in utero qui étaient associées au risque d'anomalie du neurodéveloppement, et donc il n'y en avait pas, le taux d'hémoglobine, le taux de plaquettes, tout ça n'était pas significatif, mais c'était des tout petits effectifs. Une deuxième étude de 2012 qui portait sur 28 cas de fœtus transfusés in utero pour anémie sur parvovirus qui ont été évalués à long terme. Et donc, on a vu 5 cas de troubles du neurodéveloppement, dont 3 cas qui étaient sévères. Malheureusement, il n'y a pas l'IRM, l'imagerie cérébrale n'était pas disponible pour une partie des cas. Et il y a un seul cas avec des troubles sévères du neurodéveloppement pour lesquels on avait une imagerie cérébrale. Et là encore, il y avait un vermis anormal. Et enfin, je vous ai simplement mis à droite l'imagerie d'un case report de 2008 d'un fœtus transfusé in utero pour parvovirus avec hydrops. Et là, on a des anomalies cérébrales qui sont un petit peu différentes. Avec, vous voyez donc sur le cliché de gauche, donc un foyer de polymicrogyrie en antérieur, des hétérotopies dans le lobe frontal, un élargissement de la corne frontale du ventricule cérébral latéral gauche, et puis il parlait aussi d'une diminution de volume du lobe occipital à gauche. Donc ce fœtus, il a un développement, enfin cet enfant du coup, il a un développement normal, et donc ça c'est juste pour vous dire que on a décrit d'autres choses. Alors maintenant, je ne sais pas s'il a eu un exome, ce fœtus, donc est-ce que c'est en lien avec le parvovirus? On n'en sait rien, voilà, mais c'est juste pour illustrer. Alors,
pour en revenir au côté biologique et épidémiologique, donc j'insiste sur le fait qu'il faut être sensibilisé et sensibiliser donc ses collègues à la persistance d'une incidence élevée de l'infection AB19 donc cette année, avec une saison épidémique qui se prolonge de manière tout à fait inhabituelle, et qu'il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre donc les 3 outils à notre disposition pour faire ce diagnostic, qui sont les G, les M et la PCR chez les patientes enceintes qui présentent des symptômes ou qui sont exposés à des enfants ou à des individus suspects d'infection. Et toute éruption doit faire évoquer le B19, même si vous pensez à un coup de soleil, bon ça risque pas trop d'arriver cette année, mais on sait jamais, à une rougeole, on a une recrudescence de rougeole en Île-de-France, en tout cas toute autre éruption qui n'est pas, j'ai envie de dire, classiquement une infection herpétique ou une varicelle, eh bien il faut évoquer le B19. Il n'y a pas de traitement antiviral spécifique contre le parvovirus, uniquement des traitements symptomatiques éventuellement, et il n'y a pas de vaccin. Alors, est-ce qu'il faut faire un dépistage systématique? A priori non, c'est pas pertinent. Sauf si vous avez des cas groupés et une femme enceinte au milieu de ces cas groupés, à ce moment-là, oui, vous pouvez faire le dépistage, mais ça revient finalement à faire dans un contexte de comptage. Donc, se fier au contexte clinique et épidémiologique et pas hésiter à revenir sur des sérums de début de grossesse, parce qu'effectivement, quand les épidémies se prolongent un peu, bien, on ne sait pas trop si finalement elle s'est infectée avec son propre enfant ou avec un autre contact. Et puis, faut-il prévoir une exclusion professionnelle des femmes séronégatives en cas d'épidémie? Difficile de répondre là-dessus. Il y a en tout cas pas de consensus, donc à discuter au cas par cas en fonction, on va dire, du risque d'infection, du risque d'exposition dans le milieu professionnel. Donc, du coup, l'épidémie actuelle a entraîné un nombre de cas sans précédent de fœtus transfusés. Je pense que beaucoup parmi vous l'ont ressenti peut-être. Il faut surveiller absolument l'anémie fœtale dès la suspicion biologique, donc en pratique dès qu'on constate des IgM, et jusqu'à 12 semaines après l'infection maternelle. Et cette surveillance doit absolument avoir lieu en lien avec un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal pour organiser une éventuelle transfusion fœtale si on la pense nécessaire. Il faut donc rechercher l'anémie avec la mesure du pic systolique de vélocimétrie à l'artère cérébrale moyenne. Et ça, il faut le faire, je me permets d'insister ici, du coup, devant tout épanchement ou tout œdème sous-cutané quand on fait une échographie. Et il faudra adresser en urgence la patiente si on suspecte une anémie pour organisation d'une transfusion in utero rapidement. Dans le contexte de la fœtopathie au parvovirus B19, la transfusion fœtale est particulièrement à risque, je vous l'ai dit. Et puis, il ne faudra pas oublier le syndrome en miroir maternel en cas d'hydrops fœtal. Et enfin, pour ce qui est du devenir de ces fœtus, ce qui paraît se dégager de nos données et des données de la littérature, c'est que le risque de lésion cérébrale, il est surtout présent en cas d'hydrops. Malheureusement, certaines lésions sont de mauvais pronostics et en cas d'hydrops, afin d'avoir une évaluation parfaite de l'anatomie cérébrale et notamment du vermis cérébelleux, il faudra proposer une IRM cérébrale. Et puis pour ce qui est du neurodéveloppement à plus long terme, je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse dans la littérature. On peut éventuellement se rapprocher de données dont on dispose pour d'autres cohortes de fœtus transfusés in utero qui ont montré de toute façon que la survenue d'un hydrops c'était quelque chose qui était associé quand même à un risque de neurodéveloppement. Voilà, et comme j'ai 3 minutes... Et oui, pardon, ça je vous dis. Et comme j'ai 1 minute, je voudrais juste féliciter et remercier l'ensemble de mes collègues du CNRHP, à la fois clinique et biologique, puisque vous vous en doutez, donc ce surplus d'activité de transfusion in utero nous a généré une surcharge de travail inédite. Mais bon, c'était très intéressant, mais c'était assez intense et c'est probablement pas fini. Et puis je voudrais remercier aussi tous les centres qui nous font confiance et qui nous adressent nos patientes pour prise en charge donc de ces fœtus anémiés dans le cadre de cette épidémie. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Christelle et Paul. Comme d'habitude, c'était brillant et didactique. On va commencer les séries de questions, donc n'hésitez pas, les gens qui nous regardent, à poser vos petites questions que Anne-Gaëlle et moi allons transmettre. Alors, je vais commencer les questions, mais avant, quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler qu'il y a le livret pratique d'infectiologie périnatale que vous pouvez commander sur le site grig.fr et vous remarquez qu'il y a tout un chapitre sur parvovirus B19 sur lequel il y a les arbres décisionnels qui ont été montrés au cours de ce topo. Il y a bien d'autres choses dans ce livret, bien entendu, donc n'hésitez pas à le commander.
Alors ça ne nous permet pas d'aller prendre des vacances en mer Rouge, mais par contre, ça permet au GRIG de fonctionner, tout va pour le GRIG. Et puis, je n'oubliez pas non plus l'extraordinaire diplôme universitaire de pathologie infectieuse de la femme enceinte et du nouveau-né. Je vis vite parce que le titre est long, mais donc DU de pathologie infectieuse et grossesse, qui cette année, pour la première fois, sera intégralement en ligne. Donc n'hésitez pas à nous contacter, et puis aussi vous pouvez nous rencontrer lors de PSF qui commence ce mercredi. Alors j'avais une première question, alors il y en a plein qui nous sont arrivés, mais j'en ai quand même une première qui s'adresse à Christelle. Christelle, tu as dit que comptage une sérologie en urgence, la sérologie est négative. Si elle est négative, on va contrôler cette sérologie 3 semaines après. Or, tu as dit que la PCR peut être positive 8 jours après. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire une PCR 8 jours après pour gagner du temps, ou est-ce qu'il faut vraiment attendre cette sérologie 3 semaines après ? Alors, ça dépend en fait du contexte dans lequel vous vous trouvez, parce que cette PCR, d'abord, elle n'est pas disponible dans tous les laboratoires et elle n'est pas remboursée par l'assurance maladie. Donc, c'est vrai que dans un contexte de CHU, nous, on va aller très très vite sur la PCR, ce qui va vous permettre de faire un diagnostic plus vite, ce qui ne va pas forcément être le cas dans d'autres situations. Après, est-ce qu'il y a vraiment une perte de chance à attendre une semaine de plus ? Alors, il ne faut pas trop traîner non plus, mais probablement pas qu'on n'est peut-être pas à une semaine près dans le diagnostic. On a certes eu des cas avec des manifestations fœtales qui avaient l'air très précoces par rapport à l'infection maternelle, mais finalement ça reste à étayer parce que c'était des infections qui avaient quand même au moins 15 jours, donc on avait des IgG positives. D'accord. Donc voilà, ça dépend du contexte et de la facilité avec laquelle vous pouvez obtenir cette PCR dans un délai raisonnable aussi, parce que si elle n'est pas faite au laboratoire de ville, vous avez facilement une semaine de délai pour le résultat, donc finalement autant faire la sérologie. Alors je vais donner la parole à Anne-Gaëlle dans une seconde, mais je ne peux pas m'empêcher de te poser une autre question sérologique, alors, ce qui est aussi pour Paul, puisque là on est dans une phase que vous avez montré extrêmement aiguë de l'épidémie, avec un nombre de cas qui explose, les courbes sont parlantes, c'est une évidence. Est-ce que dans cette phase épidémique tellement importante et inédite, est-ce que ce n'est pas le moment où on pourrait justifier d'un dépistage systématique du parvovirus au début de la grossesse pour savoir justement s'il y a un comptage, qu'on gagne du temps, etc. C'est difficile parce qu'en fait on s'attendait par exemple il y a 6 mois, je vous aurais dit non parce que l'épidémie va s'arrêter. C'est vrai que là elle se poursuit et on comprend pas bien pourquoi. Donc c'est difficile parce que là, si vous dépistez une femme là maintenant en début de grossesse, peut-être que dans 6 mois, l'épidémie sera éteinte. Donc ça me paraît compliqué de préconiser un dépistage systématique. D'autant que si les femmes sont bien suivies, on va retrouver un sérum rapidement du début de grossesse. Merci Christelle. Du coup, on avait des questions sur le chat. Si on revient sur le cas numéro 3 où tu avais des lésions cérébrales, Paul, la question était, est-ce que dans les cas de thrombopénie grave qu'on peut voir dans certains des dossiers que vous présentez, est-ce qu'on peut avoir une atteinte cérébrale de type hémorragie intraventriculaire ou autre ? Oui, alors la question en fait c'est est-ce que les thrombopénies du parvo dans la cas de phytopathie peuvent faire des saignements intraparenchymateux comme on peut observer dans le cas des allumisations plaquettaires, j'imagine. C'est ça le sens de la question. Tout à fait. Dans notre expérience, non, et donc ces lésions qu'on dit ischémo-hémorragiques qu'on voit au niveau des hémisphères cérébelleux, c'est des choses qu'on voit aussi dans les cas d'anémie sévère sur des causes d'anémie autres, comme sur certaines allumisations quand les anémies sont profondes. Le mécanisme de ces saignements-là, pour ce cas numéro 3 précisément, c'est pas un saignement lié à un trouble de l'hémostase du fœtus. C'est l'hypoxie. Alors, on ne sait pas vraiment, est-ce que c'est l'hypoxie liée à l'anémie, est-ce que c'est aussi les variations hémodynamiques qui sont liées aussi aux transfusions, mais c'est un mécanisme, c'est pas un mécanisme lié à l'hémostase. Et effectivement, paradoxalement, chez des fœtus qui peuvent être profondément thrombopéniques, on n'observe pas d'hémorragie intraparenchymateuse. Alors après, la physiopathologie est différente. Dans les allumisations plaquettaires materno-fétales, il y a la thrombopénie, mais il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu, avec d'autres cibles antigéniques, notamment au niveau des cellules endothéliales, cérébrales, donc dans le cerveau. Donc, mais effectivement, c'est pas des choses qu'on a observées, donc il faut a priori pas craindre cette complication-là.
Merci beaucoup, Paul. Pour Christelle, on avait une question par rapport à la stimulation polyclonale dont tu as parlé, où certains avaient du mal à comprendre s'il y avait un risque pour le fœtus du fait de cette stimulation polyclonale. Donc, c'était pour que tu rassures. Alors non, si on est confronté à une patiente qui est immunisée avant le début de sa grossesse, il n'y a pas de risque. Même si elle fait une réinfection, on n'a pas décrit de réinfection symptomatique, en tout cas de risque de transmission fœtale avec un risque d'issue défavorable. Et si c'est une stimulation polyclonale, c'est-à-dire une stimulation non spécifique due à un autre virus, il n'y a pas de risque non plus. Voilà, c'était pour que ce soit bien précisé. Une autre question, quand on a une patiente qui est infectée par le parvovirus et qui vient faire un cours de préparation à l'accouchement, y a-t-il des précautions particulières à faire, liées aux coussins, aux surfaces, tout ce qui a pu être touché et utilisé par les patientes? C'est très pratico-pratique. Bon, alors si on sait qu'elle est infectée, on va quand même déconseiller qu'elle fréquente d'autres patientes enceintes. Et si on le savait pas voilà, avant. si on le sait a posteriori, idéalement on espère qu'elle portait un masque parce que peut-être elle avait un petit syndrome viral. Alors effectivement, c'est une transmission par voie respiratoire. On n'a pas décrit de transmission comme ça via des surfaces. Après, ça reste un virus assez solide. Donc c'est vrai que si elle s'est toussée dans la main et qu'ensuite elle a tripoté des coussins, voilà. Mais les détergents sont pas extrêmement efficaces contre ce virus. Donc voilà. Mais on n'a pas non plus, faut pas paniquer parce qu'on n'a pas non plus décrit de cas comme ça via des objets. La transmission un peu passive. Par contre, c'est sûr qu'il faut rappeler toutes les patientes du même cours et leur faire une sérologie rapidement et une PCR à celles qui ont des IgM poses et une sérologie de contrôle à celles qui ont une sérologie négative. Parce que c'est quand même une transmission respiratoire qui est très efficace. Merci beaucoup. Alors j'ai deux petites questions également. Je reviens sur la thrombopénie dont tu as parlé, Paul. Donc il y a une cible antigénique sur les plaquettes qui entraîne cette thrombopénie, ou c'est les cellules souches qui donnent les plaquettes? C'est quoi qui entraîne cette thrombopénie? C'est au niveau des mégakaryocytes que ça se joue en fait. Donc c'est au niveau du coup des progéniteurs des cellules qui vont donner les plaquettes, mais du coup c'est une destruction plutôt centrale, comme pour l'anémie. Donc c'est pas une destruction, c'est pas une reconnaissance antigénique. Je crois que le mécanisme précisément de la thrombopénie dans ce contexte-là, il est pas totalement élucidé, mais du coup cet antigène érythrocytaire, il est présent sur les précurseurs plaquettaires. D'accord. Voilà. Et est-ce que cette thrombopénie, c'est un facteur pronostic indépendant qui peut amener à... alors je pose la question, alors elle n'a pas été posée sur le chat, mais on me l'a posée il y a une dizaine de jours au club de médecine fœtale. Finalement, tu as parlé du facteur pronostic à long terme, etc., le facteur pronostic de l'anasarque. Finalement, si tu as un anasarque lié à un parvovirus B19, est-ce que rien que ça peut être une indication d'IMG? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il y a quand même dans la majorité des cas, on l'a vu, même en cas d'hydrops, dans la majorité des cas, on a une anatomie cérébrale qui reste normale, et donc dans l'information qu'on fait aux patientes quand on les reçoit, en plus c'est toujours un petit peu des moments un petit peu chauds parce que on va discuter d'une transfusion qui est une procédure qui est sous local, donc qui est un peu douloureuse pour les patientes, donc il faut être dans une intention de succès entre guillemets, en disant qu'il y a quand même plus de chances pour que l'évolution soit favorable, mais qu'on va rester vigilant sur le développement, le neurodéveloppement. Et par contre, est-ce qu'il faut donner l'information sur le risque persistant, on va dire non quantifiable, de troubles du neurodéveloppement du fait de l'hydrops? AIRM normal. Oui, je pense qu'on n'a pas la réponse, et je suis... Ouais. Bon. Je pense qu'on peut se rassurer en disant que si on arrive avec un suivi échographique à distance normale, avec une IRM normale, il n'y a pas de raison que ce bébé aille plus mal qu'un autre. En tout cas, c'est l'information qu'on fait. Et il n'y a pas d'urgence à faire une IMG grâce à la loi que nous avons en France. Alors, j'ai une dernière question avant de redonner la parole à Anne-Gaëlle. Tu as parlé de l'anasarque en miroir là, avec l'atteinte maternelle. Comment tu l'expliques, cette anasarque en miroir? Alors, a priori, ça via un œdème. C'est un œdème placentaire, en fait. Et on le voit, c'est des patients chez qui il y a une placentomégalie assez importante, avec cet aspect vraiment
beaucoup trop homogène, trop échogène du placenta, et donc l'hypothèse c'est que cet œdème placentaire en fait entraîne ce tableau pré-éclampsie-like, on va dire. Et d'ailleurs, de façon assez intéressante, c'est des patientes chez lesquelles nous on a pris l'habitude de faire un dosage du rapport du SFLT1-PLGF, et on a un SFLT1-PLGF qui est pathologique chez ces patientes-là. Et qui s'améliore après? Je crois qu'il y a un cas pour lequel ça s'est amélioré quand il y a eu une guérison, mais après on n'a pas regardé l'évolution de façon systématique. Et donc on a encore pas mal de questions. Christelle, est-ce que tu peux donner le coût d'une PCR par veau pour les patients qui le feraient en ville? Par définition, comme c'est pas remboursé, j'ai envie de dire, le prix est un peu libre. Donc c'est pas forcément un prix exact que vous donnez, ça va être de l'ordre de 50 €, j'imagine. D'accord. En général. Ok. Ensuite, on nous demande, s'il y a un anasarque, en l'absence d'anasarque, du coup, le pronostic neurologique, il est toujours favorable? A priori, on peut le penser, oui. D'accord, donc ça, on peut rassurer. Par rapport au port du masque, dont tu parlais, Christelle, les patientes infectées qui portent le masque, c'est combien de temps pour essayer de ne pas contaminer les autres femmes enceintes? Alors, c'est au moins 15 jours. Au moins 15 jours. Voilà. J'ai une question et un petit message, puisque je vois les commentaires sur le chat. Trousseau a une expérience absolument incroyable, mais d'autres CPDPN proches de chez vous peuvent aussi faire des transfusions. Vous n'êtes pas obligé de les envoyer à Paris, à Trousseau. Adressez-vous en urgence au CPDPN de votre région qui pourra orienter. Si eux n'ont pas les moyens ou la compétence de le faire, ils n'hésiteront pas à transférer pour transfuser avec les gens avec qui ils ont l'habitude de le faire. Il n'y a pas de souci avec ça. La question que je voulais poser, oui, c'est une question intéressante. Tu as parlé du pronostic en fonction du terme. Du coup, tu as une patiente qui a 32 semaines et qui fait une séroconversion par veau. Tu la surveilles comme s'il était à 20 semaines, ou tu dis ça n'arrive pas qu'il y ait des anasarques à ce terme-là? Alors, quand on regarde les vieilles données de la littérature, notamment du coup le papier qu'on a cité au tout début de 2004, c'est quand même une grosse série. Il y a quand même quelques cas rapportés d'hydrops sur des infections maternelles de la fin du 2e trimestre ou du début du 3e trimestre. Je vais pas y arriver, mais ça ne pourrait pas être sur des problèmes de datation. Est-ce qu'on a une datation fiable de l'infection maternelle? Est-ce que d'autres causes ont été recherchées? Enfin voilà, c'est toujours pareil. Après, moi personnellement, je suis pas certain qu'il y ait un risque d'hydrops. En revanche, qu'il y ait un risque d'anémie relativement sévère au 3e trimestre, oui, peut-être. On a au moins un cas d'une patiente qui, sur sa grossesse précédente, a une césarienne en urgence pour ARCF à 37 semaines, et il y avait un fœtus qui était, le nouveau-né avait 5 grammes d'hémoglobine ça avait été en rapport avec une infection au parvovirus, et Christelle vous a présenté 4 cas de nouveau-nés qui sont décédés dans le cadre d'une infection congénitale, donc peut-être qu'ils sont nés anémiés dans le cadre d'un parvovirus. En tout cas, j'indiquerai cette surveillance, oui. Ok. Et il y a une question par rapport à une fois que vous avez mis la patiente sous surveillance, que vous avez fait une première transfusion, est-ce que derrière, si c'est résolutif, tu dois poursuivre la surveillance? Donc la réponse était oui. Alors j'avais dit, on disait de façon empirique 1 mois, en se disant que globalement au bout d'1 mois de toute façon c'est réglé. L'anémie du parvo, elle va pas durer très longtemps. Et on a eu un cas récent où on a fait une première transfusion à 24 semaines, et à 29 semaines, on a dû refaire une transfusion, et c'était 5 grammes à nouveau. Sans autre cause évidente, évidemment surajoutée, puisqu'on a le droit d'avoir la peste et le choléra, mais donc ça nous amène un petit peu à reconsidérer notre durée de surveillance. Donc on va recommander d'aller un petit peu au-delà de 1 mois. Et je pense que on peut peut-être reproduire ce qu'on connaît chez les adultes, mais en tout cas, on ne connaît pas de façon certaine la durée chez les fœtus de cette phase justement d'érythroblastopénie, et donc de cette phase à risque. En tout cas, ce qui est possible, c'est que du coup, ces fœtus qu'on surveille et qu'on transfuse avant l'arrivée de l'hydrops, et donc quand ils ne sont pas encore très malades, peut-être qu'on les prend en charge quand ils sont au tout début de leur maladie,
et que du coup, en fait, la maladie continue à évoluer derrière et que donc ils ont besoin à nouveau d'avoir une transfusion. Mais c'est probablement un petit peu inédit à cause de cette épidémie parce qu'on se met à surveiller des fœtus qu'on ne surveillait pas avant et donc à les prendre en charge quand ils sont moins malades que ce qu'on connaît habituellement pour le parvovirus. Il reste quelques minutes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas sur le chat. Je crois que vous êtes très très nombreux à nous écouter dans l'urgence de cette épidémie, donc c'est super. Et je pense que ce webinaire pourra être revu sur le replay sur le site internet grig.fr. J'avais une question parce que quand on regarde la revue de littérature qui était ancienne, qui avait été faite par les Hollandais et Dick Hupke en 2012 dans Prenatal Diagnosis, me semble-t-il, eux, dans leur arbre décisionnel, ils mettaient surveillance pendant 20 semaines et pas 12. Alors, ça fait quand même la moitié de la grossesse, c'est absolument énorme. Donc du coup, finalement, 12 semaines, 10 semaines, 14 semaines, là, clairement, c'est vraiment 12 semaines qui est recommandé de façon assez unanime plus récemment par les sociétés savantes qui prennent en charge ces situations, qui sont compétentes dans le domaine. Une question par rapport au syndrome en miroir dont tu as parlé tout à l'heure. À quel moment est-ce que tu commences à rechercher le syndrome en miroir ? Oui, alors c'est-à-dire que je pense que dès qu'on a eu un hydrops, en fait, il faut le rechercher. Dès qu'il y a un début d'œdème sous-cutané, donc ça peut apparaître rapidement, mais dès qu'il y a un hydrops, même s'il n'est pas forcément très sévère, avec quelle que soit cette présentation d'hydrops, que ce soit un œdème sous-cutané avec un épanchement péricardique ou que ce soit de l'acide avec un épanchement péricardique. Et du coup, jusqu'à guérison de l'hydrops. Oui. D'accord. C'est assez simple de faire une prise de tension et une bandelette urinaire. Tout à fait. La consultation, ne pas oublier. Ça peut apporter beaucoup. Voilà, pour les RCU, c'est valable aussi. Voilà. Pour les parvos. Y a quelqu'un qui demandait, la recrudescence, là, dont tu disais que c'était possiblement lié à un contexte, Covid, etc. Est-ce que tu penses que c'est aussi responsable d'une certaine recrudescence CMV et rougeole ? C'est pour toi les mêmes causes ? Alors, pour la rougeole, c'est plus difficile parce que normalement c'est une maladie à prévention vaccinale et donc est-ce qu'il y a eu un peu un ralentissement de la vaccination quand les gens n'ont pas pu aller à leur consultation, les enfants n'ont pas pu aller à leur consultation. Donc c'est une des explications, mais c'est pas la seule parce que notre couverture vaccinale n'est pas optimale. Est-ce qu'il y a une recrudescence CMV ? Enfin, je sais pas trop, ça j'ai pas trop d'infos là-dessus, j'ai pas l'impression. Par contre, on a vu clairement une recrudescence à un moment d'autres infections respiratoires. On a eu le mycoplasme, on a eu la coqueluche. Donc c'est vrai que cette baisse d'immunité dans la population générale, elle fait le lit en fait d'épidémies à venir. Donc il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver derrière. C'est possible et ça va se stabiliser probablement. On a encore des petites questions qui arrivent régulièrement. Là, une question aussi tout à fait pratique. Finalement, la patiente, elle a son enfant qui fait un parvo. Est-ce que ça a encore un sens qu'elle porte un masque pour éviter d'être contaminée alors qu'il y a déjà le contagion depuis un moment ? Ça fait sens qu'elle porte un masque, elle, quand elle va à ses cours de préparation à l'accouchement. D'accord, mais pas pour se protéger de son enfant. Après, il est peut-être pas trop tard, mais je vois pas, dans la famille, je vois pas qu'on fasse porter aujourd'hui un masque à un enfant dans un contexte intrafamilial. Non, ça, on n'y arrive pas. Non. Donc on va être raisonnable. Par contre, la sensibiliser au fait qu'elle doit porter un masque dès le comptage et pendant au moins 15 jours quand elle se déplace et notamment quand elle va dans des consultations, dans des lieux où il y a d'autres femmes enceintes, d'autres personnes à risque de forme grave qui sont les femmes enceintes, les immunodéprimés et les personnes qui ont des anomalies constitutives du globule rouge, donc drépanocytose, thalassémie par exemple. Une autre question sur les patients qui vont avoir une infection au 3e trimestre. Tu fais ta surveillance et puis est-ce que finalement tu fais pas un déclenchement de l'accouchement vers 39 pour arrêter le risque et la mise en danger du fœtus ? Non, je pense que si les échographies sont vraiment normales, si on a la moindre suspicion, si on a des vitesses cérébrales qui s'élèvent un peu ou qu'il y a le moindre petit signe d'alerte, on peut déclencher, mais je déclencherai pas pour ça. D'accord.
Et comment est-ce que tu expliques, je reviens sur le pronostic et sur les atteintes cérébrales que tu as montrées, comment est-ce que tu expliques cette atteinte préférentiellement cérébelleuse, donc sous-tentorielle plutôt que sus-tentorielle? Je ne l'explique pas. Merci pour ton débat. Je reviens juste quand même sur le terme de déclenchement. Donc, si c'est une patiente que vous avez transfusée. Ah oui, alors je l'ai pas dit, et c'est très important, bien sûr. Je me permets juste de revenir c'est une là-dessus. très bonne question. Et ben, si on considère que le fœtus est guéri, il n'y a aucune raison de déclencher la patiente avant terme, et je pense que cette patiente peut accoucher dans sa maternité d'origine, parce que si vraiment tout est redevenu normal, sous réserve que le suivi échographique a été parfait, qu'il y ait une évaluation parfaite de l'anatomie cérébrale, tout ce dont j'ai parlé précédemment, elle pourrait accoucher dans sa maternité d'origine. Il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit de particulier. On n'a plus de questions qui arrivent sur le chat. On va se laisser encore 2-3 minutes avant de conclure. On a bien retenu vos take-home messages. En tout cas, ça va être important de s'abonner au GRIG pour avoir la mise à jour épidémiologique, pour connaître l'évolution de cette épidémie, en tout cas. Est-ce que... Puis je pense que, si je peux me permettre, je pense que du coup, ça va être aussi, parce qu'on l'a dit, les données qu'on a sont quand même, ont plus de 20 ans, avec des outils, en tout cas versant biologique, mais je suis sûre que versant fœtal aussi, des outils il y a 20 ans qui n'étaient pas les mêmes, et donc être attentif à la littérature qui sortira dans les mois et l'année qui vient, parce que probablement qu'il y aura des petits ajustements par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et la littérature on peut se mettre tous ensemble pour faire une grosse série, pourquoi pas nationale, de parvovirus B19. Je pense que c'est l'occasion d'unir nos forces tous ensemble pour faire des travaux qui feront date comme ceux que vous avez fait, non seulement ceux que vous avez publiés là, avec le consortium international avec Béclair, là, qui est tout à fait important. Donc il y a des études qui sont déjà en cours, et puis il y a une surveillance accrue. Alors il n'y a pas de centre national de référence pour le parvovirus B19, il n'y avait pas de surveillance de base pour cette infection-là, mais là, en raison du contexte particulier, Santé publique France fait une surveillance spécifique là, et donc va éditer également des bulletins régulièrement, mais pas que pour la femme enceinte, bien sûr, parce qu'on a aussi tous les enfants avec leur drépanocytose, leur thalassémie, qui sont fortement exposés à des infections sévères, par exemple. Ouais. Donc, il y a une surveillance spécifique, et donc, que ce soit les CPDPN, les laboratoires, vous allez peut-être être sollicités, ou vous êtes déjà sollicités par Santé publique France pour faire remonter vos données provisoires. Bien sûr, on sait que c'est pas exhaustif, c'est un peu dans l'urgence, mais voilà, pour alimenter un peu ces informations. Nous, on vous relaiera aussi toutes ces informations sur le site du GRIG, évidemment, pour vous faciliter l'accès aux infos. Merci beaucoup. On n'a plus de questions là pour l'instant. C'était absolument passionnant. Merci beaucoup, et on sait que vous êtes facilement joignable pour bénéficier de votre expertise. Sinon, il y a le site grig.fr avec un diaporama qu'a fait Paul qui est sur notre site internet grig.fr. Il y a le livre pratique d'infectiologie périnatale que vous pouvez commander. Il y a le DU de pathologie infectieuse et grossesse. On est à Paris Santé Femmes avec plusieurs sessions sur plusieurs journées un petit peu éclatées, mais le GRIG est bien présent. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis un petit mot pour conclure, Anne-Gaëlle. Vous pourrez revoir ce webinaire pour ceux qui n'étaient pas disponibles ou qui veulent revoir les diapositives sur la chaîne YouTube qui est sur la page du GRIG, donc n'hésitez pas. Et puis on vous rappelle qu'on fait la 9e journée du GRIG le 5 décembre, donc c'est pareil avec beaucoup de choses passionnantes. Vous reverrez certains des intervenants d'aujourd'hui, donc, enfin même tous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, et puis on vous remercie beaucoup pour votre fidélité à tous ces webinaires et à notre association. Et merci à General Electric. Et surtout, merci à General Electric et à Boarding Pass pour nous avoir accueillis dans leurs locaux. Merci. Merci à tous. Beaucoup.